Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Yann Bouvier. Bonjour Yann. Bonjour Malika. Alors, le grand public te connaît sous le nom de Yann tout court. Oui, alors c'est un choix de pseudo que j'ai pas anticipé. Vraiment, il n'y a pas de symbolique à mettre derrière. Tu savais pas à ce moment-là que... J'avais pas d'idée, et puis voilà, Yann tout court. Alors j'ai depuis imaginé des symboliques possibles, mais ce qui surprend souvent les gens, c'est qu'ils imaginent que je suis tout petit, et en fait, je suis très grand. Ah, court et petit Ils en pensent taille. que c'est la raison du pseudo, alors que non, il n'y a pas de rapport. C'est beaucoup d'abonnés. 760 000 sur TikTok, Oui, je crois que c'est ça, ouais, à peu près. 110 000 sur Insta et 90 000 sur YouTube. Quelque chose comme ça, oui, à la louche. Avec des vidéos qui parlent d'histoire. C'est ça, oui, des vidéos qui parlent d'histoire, et alors sur des sujets variés, mais je me concentre de plus en plus sur le fait de démonter, en fait, de démystifier des idées reçues qu'on peut tous et toutes avoir en histoire, et aussi de déconstruire des discours pseudo-historiques, souvent tenus par des personnalités, politiques ou non, qui peuvent être influents, qui peuvent infuser comme ça, notamment chez les plus jeunes. Et donc j'ai à cœur d'expliquer en quoi le discours est à côté de l'état actuel. Par exemple, quand Maître Gims il fait sa sortie sur l'électricité. Voilà. Des fois, j'interviens pas parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux et je me dis que intervenir, si la vidéo a pas fait beaucoup de vues, c'est donner une caisse de résonance, donc ça sert à rien. Mais Maître Gims, tout le monde en a parlé. Et oui, le lendemain, j'ai fait une vidéo documentée pour déconstruire un petit peu ça. Mais l'idée, c'est pas d'être dans le jugement, c'est pas de condamner, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce genre de discours. Et il y a un fond intéressant derrière, effectivement. Il y a cette idée que l'histoire de l'Afrique, c'est un peu le parent pauvre des histoires continentales. Et donc ? Mais donc, il faut aussi parler de l'histoire de l'Afrique, mais sans aller inventer quoi que ce soit. C'est une histoire qui est extrêmement riche, le pays de Kouch, l'empire du Mali, l'empire de Songhai. Il y a des choses extraordinaires à raconter, sans avoir forcément besoin de se raccrocher à des théories. On n'a pas précisé, hein. Toi, tu es prof d'histoire, de géopolitique, en région toulousaine. Alors, par ailleurs... C'est avant ça, avant tout. Avant tout, c'est ça, oui. Par ailleurs, alors à mi-temps maintenant, cette année, parce que je fais beaucoup trop de choses à côté, mais j'enseigne l'histoire, la géopolitique, et je suis chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine de Nice. Voilà, tu me fais plaisir parce que c'était un peu long. Je l'ai sur ma fiche, mais je me suis dit comment je vais prononcer tout ça. Je le dis parce que puis c'est important de le préciser, de parler des laboratoires de recherche. C'est important. Donc comment tu fais pour gérer toutes ces casquettes ? Je suis très bien entouré, très bien accompagné. Ça, c'est la première raison. Et après, je dors très peu. Voilà. L'an dernier, avec vraiment le livre. Alors, le métier d'enseignant, et je le précise tout de suite maintenant, c'est un métier excessivement chronophage. Et malgré mes 12-13 ans d'expérience, j'y passe bien quand j'étais à temps plein, 42-45 heures semaine. Ouais. Voilà, il faut rajouter les vidéos, c'est une dizaine d'heures. Ouais. Et le livre, vraiment dans le gros, c'était bien 20-25 heures. Ce livre ? Oui. Microcosme ? Microcosme, l'histoire de France à taille humaine, quand même, pour que les gens comprennent un peu mieux le propos. 3 ans de travail, tu me disais. 3 années de travail. Alors, me concernant d'abord une très grosse année de recherche, d'écriture, parce que j'ai voulu raconter l'histoire de France avec un concept inédit. Des livres qui vulgarisent l'histoire de France, il en existe des centaines, des très bons. On parlera peut-être un peu du concept tout à l'heure. Et puis ensuite, surtout, 2 années avec Éloi Chevalier de dessin. Éloi Chevalier que j'ai assommé de documentation visuelle. Parce que c'est ça la particularité du livre. Oui. C'est que c'est une BD en fait. En fait, c'est une bande dessinée, c'est presque un roman graphique, il est très épais. Et surtout, je commence à réaliser, parce que c'est des premiers retours que j'ai des lecteurs, que c'est aussi une sorte d'encyclopédie visuelle historique. D'un dessin à l'autre, on change de situation, tout est ultra documenté dans les tenues avec beaucoup de précision. Il y a un chapitre qui se passe dans un coin très précis de l'Orne et j'ai voulu mettre des tenues qui sont des tenues typiques de ce coin précis du pays de Bélem. Tout est ultra documenté. Et tes élèves, ils t'ont fait un retour ? Ou ils l'ont pas lu encore ? Ils ne l'ont pas lu et comme je scinde en fait beaucoup les choses, j'essaie de séparer. Ah oui, tu peux pas mélanger, ouais. Je suis pas sûr qu'ils m'en parleront, même s'ils l'achètent. J'essaie quand même de bien faire la part des choses. Et ça doit pas être facile d'être professeur et d'être une star des réseaux dans une époque où tes élèves ont aussi envie d'évoluer sur les réseaux sociaux. Alors, oui et non. En début d'année, notamment des élèves qui viennent du collège, parce que j'enseigne en lycée, quand les secondes arrivent, je vois, il y a quelque chose qui bruisse, il y a une petite rumeur, et je sens que certains m'ont vu par ailleurs. Et bon. Mais je brise quand même très rapidement la glace, je leur fais comprendre que je sais qu'ils savent,
mais qu'on n'en parlera pas. C'est un autre Ah oui, sujet. t'en parles jamais? Non. Et je suis assez exigeant. Je les mets tout de suite au travail. Et je pense qu'au bout de 2 séances, ils ont oublié que je fais des vidéos à côté. Est-ce que tu planches déjà sur de nouveaux projets? Là, très franchement, vu le temps qu'on y a passé, vu vraiment pour les dessins, chaque case, ça a dû être 4 allers-retours entre le dessinateur et moi, entre ses propositions, les corrections. J'invite vraiment les gens à fureter dans le livre, à tout explorer, parce qu'ils vont apprendre beaucoup comme ça. Là, j'ai d'abord envie d'en parler, en fait. Donc, dans les mois qui viennent, je vais en parler. Le livre. Et après, oui, je pense que j'aimerais déployer un peu les formats longs sur YouTube, peut-être. Voilà. Et on a un petit projet éditorial dans les cartons avec mon éditeur First, qui se fera peut-être, j'espère, un autre. Mais pas tout de suite. Là, tout de suite, j'ai pas soufflé. Et nous, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est ton enfance, ton histoire. Déjà, où est-ce que tu as grandi? Oui, rends-moi mon livre. Je te rends Merci. le livre. Alors, je suis né à Tours, au milieu des années 80, en Indre-et-Loire. Et concernant mon enfance, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais elle a été vraiment difficile et douloureuse à beaucoup de niveaux. J'ai eu un père très maltraitant. Voilà. Tu as été placé? J'ai été placé en foyer, effectivement. À quel âge, du coup? Alors, j'ai été placé en foyer à l'âge de 5 ans pour effectivement nous protéger, ma sœur et moi, de notre père. Tu avais une sœur, du coup? Petite sœur, grande sœur? Alors, une petite sœur, qui vient d'ailleurs d'avoir une petite fille, voilà, que j'embrasse. Et alors, c'est pléthorique, hein, j'ai des demi-frères et sœurs que j'embrasse aussi, voilà. Donc, j'ai été placé, vraiment, voilà, sur le moment, on l'a très mal vécu avec ma sœur, forcément, c'était un arrachement, hein, une blessure d'abandon, toujours non guérie. Mais on a eu accès ensuite au dossier de justice et on nous a clairement sauvés à ce moment-là. Vous avez été placé combien de temps? Alors, on a été placé 3 années en foyer, dans 2 foyers différents de Tours et de la région Tourangelle. Notre mère est décédée entre-temps, voilà, d'une maladie génétique que tu connais malheureusement trop bien. Bah justement, on avait un débat. Moi, je dis, on n'était pas sûr que ça soit génétique. On n'est pas sûr, tu as raison. Sur la maladie de Charcot. Oui. J'ai perdu mon papa il y a quelques mois de cette maladie. Terrible. Oui, maladie assez terrible. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais je profite du coup de la minute, là, des secondes qui sont données pour dire qu'il y a une association formidable qui recueille des dons pour aider les malades et aussi pour aider à la recherche, qui s'appelle l'ARSLA. Et si jamais... Après, pour aider à la recherche, il y a aussi l'Institut du cerveau. Hein. C'est une maladie neurologique. Tu as raison. Il y a plusieurs instituts qui peuvent y aider. Donc du coup... Un départ très compliqué. Très compliqué. Et alors, est-ce que c'est possible d'avoir, de ce fait, à ce moment-là, des souvenirs quand même agréables de ton enfance? Franchement, très peu, parce qu'en foyer, socialement parlant, moi, c'était très compliqué. J'avais, tu vois, besoin de chercher comme ça et d'obtenir beaucoup d'attention. Et je pense qu'il y a aussi un lien derrière avec le fait que je me sois mis sur les réseaux. Et on est toujours un peu à côté de la plaque dans ces moments-là. Et les autres enfants de l'école, parce qu'on va en parler, et puis qui savent d'ailleurs qu'on vient du foyer, parce que quand on arrive du foyer, on arrive en groupe et il y a l'éducateur à côté de nous et tous les autres enfants savent d'où on vient. Ça, c'était une mise à l'écart ou... Oui, clairement, au foyer, j'étais un peu celui qui était pointé du doigt et mis à l'écart. Et à l'école, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ces années-là, en tous les cas, vraiment positifs. C'est venu après, quand on a été placé en famille d'accueil. Loin de Tours, très loin, dans le Gers. D'accord. Et là, j'ai rencontré mes parents. Voilà. C'est-à-dire ceux que je considère, voilà. La vie m'a offert des parents biologiques qui n'ont pas forcément, qui m'ont pas forcément apporté. Ton père, tu l'as revu après? Oui, alors oui, mais de loin, et puis très toxique, terriblement toxique. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est une histoire qui ne m'appartient pas, voilà, qui est une histoire partagée avec mes frères et sœurs. Il est décédé en 2014. Bon, j'ai un cheminement personnel à faire pour traiter ça et pour gérer ça. Et ma mère, j'ai pas pu construire de relation avec elle. Elle est partie, tu étais tout petit. Et puis, elle est tombée malade, j'avais 2 ans, et donc, voilà, il y a cette mise à distance physique immédiate. Et puis donc la vie m'a offert d'autres parents. Donc à ce moment-là, tu as quel âge? 10 ans? Alors j'arrive dans le Gers en famille d'accueil à presque 9 ans. Ok. Voilà, ma sœur a presque 8 ans.
Et au début, on s'observe, on se jauge, on se cherche. Et puis, petit à petit, on a construit une relation très forte et ils m'ont sauvé la vie. Et tu restes dans cette famille d'accueil Oui. jusqu'à tes 18, jusqu'à ta majorité? Oui, il a fallu se battre pour ça. C'est pas facile, hein, parce que ça a peut-être changé maintenant, mais l'institution, les aides sociales à l'enfance, ont une politique qui vise à considérer que le placement en famille d'accueil est forcément temporaire et que la famille d'accueil n'a pas vocation à remplacer la famille biologique, même si celle-ci est ultra maltraitante. Et en fait, on nous avait bien expliqué qu'il fallait, quand on voyait le juge pour enfants tous les 2 ans pour faire le point, qu'il fallait qu'on explique que ça se passait bien, mais sans plus. Voilà, il ne fallait pas qu'on aille jusqu'à dire qu'on les aimait comme nos parents. Sinon, là, c'était... Sinon, on nous retirait. Et on nous mettait dans une autre famille. Et ça c'est arrivé plein de fois. Donc, tu as menti... C'était un mensonge par omission. On n'en parlait pas parce qu'on était attachés et qu'on ne voulait pas partir. Et puis cette famille nous a gardés jusqu'au bout, n'a gardé que nous. Et quand on a été majeur, ils n'ont repris personne, ils sont arrivés à la retraite. Ils sont plus âgés que mes parents biologiques. Et puis voilà, moi j'ai une fille aujourd'hui, et c'est papou et mamie. Et mon frère de famille d'accueil, c'est mon frère et c'est le parrain de ma fille. Et voilà, on se voit le plus souvent possible, même s'il y a un peu de distance en ce moment entre nous, et je leur dois tout. Est-ce que tu étais un bon élève à ce moment-là? Je pense que j'étais en tous les cas l'élève avec lequel j'aurais aujourd'hui en tant qu'enseignant des difficultés relationnelles. Ah, t'étais insolent? Non, pas insolent, mais j'avais besoin d'exister et donc j'étais très maladroit. Et oui, alors en histoire, je faisais en sorte que tout le monde se rende compte que je savais plein de choses, notamment sur les mythologies gréco-romaines. Donc tu avais déjà cette prédisposition pour l'histoire? L'histoire, ça a été mon refuge. Tu vois, quand mes premiers souvenirs d'histoire, je suis au foyer. Et donc je pense qu'il y a un rapport, qu'il y a un lien, parce que c'est, se plonger dans le passé, c'est aussi un moyen d'échapper au présent. Enfin, je fais de la psychanalyse de comptoir, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ta vie, donc je pense que là, pour le coup, tu sais bien. Non, vraiment, c'est ça. On est presque de la même génération. Il y a aussi, il y avait... Oui, s'il te plaît, j'ai 2 ans de moins. Il y avait les dessins animés, Il était une fois l'homme, Les Explorateurs, que j'adorais regarder. Je les ai pas regardés. Je les ai pas regardés. Aïe. Pourtant, ça repasse en plus en ce moment. Mais non, je regardais les 2A. Voilà. D'accord, ok. Non, j'adorais, je me plongeais là-dedans. Et voilà. Et donc, j'étais un élève moyen, j'avais des facilités. J'ai toujours eu une très bonne mémoire et je comprenais vite. Mais élève moyen, mais du coup, un bon élève en histoire, ou même pas? Franchement, je cherchais pas à avoir des bonnes notes. Je me suis réveillé en terminale. En terminale, dans plusieurs matières, notamment en maths, qui était vraiment la matière où je brille. Alors en terminale, j'étais à 20 en maths. Tu t'es mis à travailler? En fait, je me suis mis à aimer travailler. Voilà. J'avais une prof de maths en terminale, Madame Lagier, que j'embrasse, que je salue, qui avait une manière d'enseigner ça passait pas avec les autres élèves. Et en fait, elle était très travailleuse, elle était très bosseuse, et ça m'a inspiré. Je me suis dit, putain, elle... Tous les profs bossent en fait, mais souvent les enseignants ne montrent pas à leurs élèves à quel point ils travaillent. Elle le montrait. Elle faisait le tour, j'étais dans une zone rurale, elle faisait pour ses terminales le tour des maisons et des villages et elle postait dans nos boîtes aux lettres des liasses d'exercices pour qu'on s'entraîne. Et personne ne fait ça. Et les autres ne faisaient pas ça. Et moi, je récupérais ma liasse. Et les maths en terminale, pour moi, sont devenus un jeu. Je voyais ça comme des énigmes. Et je prenais un plaisir fou à ressentir ce temps de frustration, à ne pas comprendre, à ne pas y arriver. Donc c'est grâce à cette professeure qu'à ce moment-là, en terminale, il y a une révélation? Ou c'est le fait que tu doives passer le bac à la fin de l'année? Non, vraiment grâce à elle. Et alors, j'ai tourné à 20. Les maths, pour moi, c'était... En seconde première, j'étais à 11-12. Et puis, je ne sais pas comment, ça s'est débloqué. J'ai tourné à 20 toute l'année. Et 20 au bac, alors? Alors, cette année-là, au bac, est tombé un thème sur lequel les enseignants de mathématiques avaient eu comme instruction pendant l'année que ça ne pourrait pas tomber. Et j'ai quand même limité la casse, mais j'ai eu 19, mais j'étais un peu déçu. Alors J'étais un peu déçu. Et c'est pas en histoire que j'avais les meilleurs résultats. Et puis ensuite, inscription en prépa AL à Saint-Cernin à Toulouse, que j'ai vite abandonné parce que c'était pas pour moi, l'esprit concours, etc. Et puis je suis parti à l'université Jean Jaurès et ensuite à Nice. Et là, j'ai tellement aimé ce que j'ai commencé à apprendre que j'ai bossé comme un acharné. Et là, les résultats ont commencé à être assez
bon pour rester... En fait, tu deviens un bon élève après, quand tu commences les études, quoi. Oui, et puis surtout... alors tu étais un élève moyen, en fait. Oui. J'avais pas envie de me dépasser avant, et j'avais surtout envie d'exister, et j'étais très maladroit. Et puis, comment tu faisais pour exister, alors? Parce que ça revient beaucoup. Ben, j'avais envie d'avoir plein d'amis, et c'était pas le meilleur moyen d'en avoir. Mais pas du tout. Non, jusqu'en première terminale, j'étais franchement l'élève le plus impopulaire de mon collège et de mon lycée. D'Artagnan, que j'embrasse à Nogaro dans le Gers. Ah oui, non mais clairement. Non mais le plus impopulaire, c'est fort quand même. Ah non mais vraiment, je m'en prenais plein la gueule, mais avec le recul, je peux comprendre pourquoi. Voilà, j'étais un peu décalé, un peu à côté. Je faisais rien de mal, mais j'étais... C'est pas bien d'être décalé? Pour te donner quand même une anecdote. On en raffole. Scolaire. Vas-y, oui. Il y avait une prof d'histoire que j'adorais en troisième qui s'appelle Madame Ibos. J'ai mentionné tous mes profs d'histoire dans le livre, dans les remerciements. Et je l'adorais, vraiment. C'est la première prof d'histoire qui m'a vraiment donné... au moment où je l'ai eu, il y a eu un moment où je me suis dit, tiens, prof d'histoire, pourquoi pas? Tu vois, il y a eu un déclenchement, un déclic. Et un jour, en classe, elle m'a fait une remarque qui m'a blessé. Et... Tu te rappelles de la remarque? Non. D'accord. Et en fait, j'avais dans ma poche une clé qui fermait et qui ouvrait toutes les salles de tout mon établissement. Et pourquoi tu avais ça? Pour faire mon intéressant, 2-3 mois avant, on avait une prof de lettres, elle, qui se faisait un peu bordéliser. On m'avait lancé un défi, elle avait le trousseau sur son bureau. Elle m'avait dit, t'es pas capable de choper la clé. J'avais chopé la clé. Et on sort de ce cours d'histoire. Écoute, je sais pas ce qui me passe par la tête. Je prends la clé, j'enferme ma prof dans sa salle. Non, mais pour te dire à quel point ça ne va pas. Tu vois, pour te dire à quel point ça ne va pas. Alors après, tout le monde dans l'établissement connaissait mon parcours de vie et il y a eu beaucoup de bienveillance. Et je me suis tout de suite excusé derrière. Parce qu'elle t'avait fait une remarque qui t'avait pas plu, ta vengeance. Non, j'ai été blessé, je pense, dans mon amour propre. Franchement, c'est vraiment une période de ma vie où, pour moi, c'est un tunnel. Je me souviens de pas grand-chose. J'avais perdu 6 mois avant ma sœur de famille d'accueil, avec qui on avait commencé à nouer un lien très fort, qui alors, elle, me ménageait pas, me bousculait. Et est décédée dans un accident de moto. Et en plus, je me suis pas autorisé à faire ce deuil parce que j'avais l'impression de ne pas être légitime. Du fait du lien qui... C'était un lien récent et je voyais mes parents dévastés, et mon frère dévasté. Et comme c'était entre guillemets pas ma sœur biologique, j'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir, tu vois, faire ce deuil. C'est arrivé un peu aussi dans ce contexte-là très particulier. Ça fait des souvenirs d'enfance, d'adolescence très très compliqués tout ça. Voilà, et c'est à partir de 17-18 ans que j'ai commencé à relever doucement la tête. Et les études d'histoire m'ont vraiment beaucoup apporté. Beaucoup. On va parler de ta profession. Oui. Est-ce que déjà il y avait un autre métier qui te faisait rêver? En plein. Moi, le premier métier que je voulais faire, et je ne désespère pas, j'ai goûté au théâtre très, très jeune. Et voilà, comédien de théâtre, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai d'ailleurs, tu vois, à partir de mes 30 ans, j'ai enchaîné des tournages dans la région toulousaine, des courts-métrages, des moyens-métrages. Je me suis aussi lancé dans l'écriture de stand-up fin 2019 et j'avais des premières scènes qui étaient prévues. Je te donne une date au pif, le 10 mars 2020. Et le 10 mars 2020, Emmanuel Macron annonce le confinement. Peut-être qu'il savait que j'allais monter sur scène, il s'est dit c'est une mauvaise idée, on va confiner tout le monde. Je pense, oui, c'était que pour toi. J'ai fait quand même des scènes à la fin de l'année, mais le deuxième confinement arrivant... Et puis mais tu racontais quoi sur scène? C'était de l'humour très acerbe, très noir, très... c'était un peu trash. Et ça, t'as laissé tomber? Écoute, je devais passer sur scène, ça a été annulé. J'ai fait une scène, ça s'est super bien passé. Et une semaine plus tard, reconfinement, ça m'a un peu coupé les ailes. Et au même moment, la proposition du livre arrive. Il y a un moment donné où il faut faire des choix. Alors par contre, j'ai pas abandonné, je te le pique 2 secondes, mais j'ai pas abandonné. Je crois que tu veux pas me le laisser. Hein. Je vais te le donner, mais j'en ai profité, j'ai injecté ça dans le livre. Il y a plein de blagues. Voilà, il y a plein de petites blagues que j'ai essayé de ciseler au mieux, tu vois, de pas mettre des blagounettes pour faire la blague, mais vraiment d'être toujours sur quelque chose d'un peu, un peu travaillé. Voilà, donc j'en ai profité, j'ai injecté ça là-dedans. Et à quel moment tu dis, bah c'est sûr, tiens, je vais être prof d'histoire? Donc
D'abord, en fait, je me lance dans les études d'histoire parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Je me lance d'abord dans la recherche et alors là, c'est la révélation et ça se passe extrêmement bien à l'université de Nice et je publie des premiers articles dès ma première année de master. Enfin, ça n'arrive pas souvent, quoi. Donc vraiment un régal, un délice. Et au même moment, on a un module de didactique et on doit faire un stage en établissement scolaire. Et puis ma maîtresse de stage me dit tiens, si tu veux faire un cours, vas-y. Et je fais un cours et j'en sors et je me dis. En fait, au final, tu as un public, toi, qui a envie d'être regardé. Ah, mais l'enseignement, c'est ça. Hein. Alors, on nous demande aussi, bien sûr, de faire en sorte que l'élève soit acteur de son propre savoir, mais il y a une part d'incarnation. Et notamment en histoire, il y a quand même une large part de récit. Et on n'a plus l'estrade. Mais oui, il y a des moments de cours où l'enseignant est un peu sur scène. Et il faut amener les élèves dans l'époque pour arriver aussi à les sortir de leur présupposés, du contexte là de très 2023. Et le rôle de l'enseignant d'histoire, c'est aussi de vraiment, véritablement les faire voyager, y compris mentalement dans ces époques. Et on l'a dit, tu n'es pas seulement prof d'histoire, tu es aussi créateur de contenu. C'est une aventure qui a commencé il y a 10 ans, c'est ça à peu près ? Avec un projet. Le projet Frédéric B. Alors, là, j'étais pas vidéaste. Oui, alors, un projet pédagogique, on a reçu un message du ministère de l'Éducation qui demandait aux professeurs d'histoire de réfléchir à des projets pédagogiques dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18. Ouais. Et là, je me suis dit, allez, essayer de trouver une idée un peu originale. Et je me suis inspiré d'un projet antérieur qui s'appelait le projet Léon Vivien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple. J'ai cherché un carnet de guerre dense, d'un authentique soldat de 14-18, okay. Qui couvrait les 4 années du conflit, mais qui n'avait jamais été édité. Voilà. J'en ai trouvé un, ça m'a pris 6 mois, je me suis rapproché des ayants droit. Ils m'ont... voilà. Et pendant 4 ans, il y a 4 générations d'élèves qui ont tourné, on se retrouvait toutes les semaines. Je leur apportais un extrait des carnets qui correspondait à une semaine d'écriture. Donc ils découvraient en temps réel le destin de ce Frédéric B. Et on programmait des tweets. Voilà. Et donc Frédéric B a 100 ans d'écart par l'intermédiaire de ses élèves, avec des illustrations patiemment choisies. Je les ai appris à se documenter visuellement. C'est un travail que j'ai repris derrière dans le livre pour être le plus juste possible. Les élèves ont fait parler Frédéric B, parfois à l'heure près, au jour près, à l'heure près, pendant 4 années. Et d'ailleurs, quand j'ai eu l'opportunité d'écrire ce livre, je me suis dit que parmi les 12 individus, il allait être dedans. Et il est dedans et on parle du projet dedans. À la fin, les élèves sont dessinés d'ailleurs. Et c'est ce projet qui t'a donné envie de te lancer ? Dans le livre ? Non, sur les réseaux. Non, vraiment non. Et puis là, c'était anonyme, tu vois. C'était Frédéric B qui était mis en avant. Il n'y avait pas de... Oui, mais alors à quel moment vient le déclic ? Le déclic, il vient fin 2019 parce que, oui, je me crois à l'époque encore un peu dans le coup et un peu connecté. Et puis, j'entends parler de ByteDance qui vient de devenir TikTok. Alors moi, ça me dépasse et tout ce que j'en entends, je me dis, ça vraiment jamais, quoi. Et oui, la preuve. Oui, c'est ça. Mais on a eu une discussion avec des élèves en off après à la sortie d'un cours et puis les élèves me disent, mais monsieur, en fait, c'est parce que vous êtes trop vieux. Et ça m'a piqué, donc je me suis dit, allez, je vais peut-être pas devenir tout de suite un vieux con. J'ai installé l'appli. J'ai fait une vidéo à l'arrache en expliquant que j'étais prof et que mes élèves pensaient que c'était pas fait pour moi. Et la vidéo a explosé. Et ensuite, j'ai quasiment rien fait. Et puis le confinement est arrivé. C'est en fait le confinement qui m'a fait me dire, allez, il y a une opportunité. J'ai pris 10 000 abonnés comme ça, je sais pas trop d'où. Faisons du contenu pédagogique. Je savais que des élèves un peu désœuvrés passaient beaucoup de temps dessus. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aussi offrir un contenu un peu différent ? Donc pendant le confinement, tout s'accélère. Oui, et TikTok notamment à ce moment-là cherche à montrer que la plateforme peut proposer autre chose que les chorégraphies, etc. Et je ne sais pas comment, mais bon, il me repère et il me demande si je peux faire de temps en temps des lives officiels, non rémunérés. TikTok te demande. Oui. Alors maintenant, je suis en lien régulier avec les équipes. Et donc, il me sollicite. Et donc, je fais régulièrement des lives. Et ça veut dire que quand je passe live à ce moment-là, pratiquement, je crois qu'à ce moment-là, c'était tous les utilisateurs de TikTok recevaient une notif. Et c'est ça qui m'a donné quand même le début de la visibilité sur la plateforme. Et donc là, ça explose en termes d'abonnés. Oui, je passe. En septembre 2020, je suis à quelque chose comme 100 000 abonnés. Et c'est là que les éditions First me contactent. J'ai pas encore YouTube, j'ai pas encore Instagram. Et me disent... me propose un livre,
Parce qu'il y a aussi cette mode à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui, de proposer des livres à des influenceurs. Et je pense qu'ils s'attendaient à ce que je fasse un livre écrit en 2-3 mois, en se disant, allez, je fais un petit livre vite fait. Et en fait, ils sont tombés sur le mauvais client parce que je suis ultra rigoureux et j'ai sauté sur l'occasion pour faire, franchement, le livre, je pense, de mes rêves. C'est-à-dire que j'ai jamais imaginé faire ça de ma vie. Tu veux encore me le reprendre? Non, je ne vais pas te le reprendre. Mais avec le recul, en première ou deuxième ou troisième année d'histoire, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça entre les mains, vraiment. Mais c'est pour un public de 14-99 ans et c'est pensé à la fois pour des gens qui n'ont pas trop de repères en histoire. Et il y a aussi des gens qui s'y connaissent vachement parce que les 12 individus qui sont dedans, ils ne les connaissent pas. Si tu es d'accord, on va passer sur la toute dernière partie de l'émission, celle qui s'intéresse vraiment à l'école. Celle d'aujourd'hui, celle de demain. Donc toi, tu es prof. Ouais. Donc tu as forcément une vision très précise de ce qu'est l'école aujourd'hui. Comment tu la juges, l'école aujourd'hui? Je suis surtout soumis, je suis désolé, je vais un peu casser l'ambiance, mais je suis surtout soumis à l'article 1 de la loi sur l'école, enfin dite de l'école de la confiance. Et je ne sais pas quelle marge de manœuvre j'ai pour m'exprimer. Bon, pour faire simple, il y a il y a des leviers d'amélioration. Je crois qu'il faut surtout qu'on arrive à tous collectivement remettre les enseignants sur le piédestal dont ils ont été descendus depuis 30, 40, 50 ans, parce que ça participe aussi. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? On essaie d'enrayer l'appauvrissement continu de la profession, dont le pouvoir d'achat, et ce sont les chiffres même d'ailleurs de l'OCDE, c'est effondré, c'est pratiquement 30% de pouvoir d'achat perdu depuis 1980 pour cette profession. L'école de demain, dans le futur, tu la vois comment? Une école qui accorderait aussi aux enseignants davantage de marge de manœuvre et davantage de confiance. Moi, je crois qu'une belle école, ça serait une école qui serait en bonne partie pensée par les enseignants. On a plein d'idées, on a plein de choses à mettre en œuvre. On est sur le terrain, on est au contact des élèves. Nous sommes fonctionnaires, on doit appliquer ce qu'on nous demande et c'est tout à fait normal. Mais moi, je rêverais d'une réforme des programmes, d'une réforme des écoles, quels que soient les niveaux, qui soit véritablement pensée et construite par les enseignants. Aujourd'hui, tout ça est très vertical. Toi, tu mettrais quoi dans cette réforme? Je te dis, la possibilité alléger des programmes déjà. Alléger les programmes. Qui sont trop denses? Je ne pourrais pas dire trop dense parce que je mettrais un jugement, donc je vais être factuel. Ils sont denses. Voilà, ils sont denses. Et si on veut véritablement les appliquer et les suivre, et c'est ce qu'on nous demande de faire, et donc on le fait, on a tendance à aller un peu vite. Parfois sur certaines notions, sur certains chapitres, ce qui peut laisser certains élèves sur le bord du chemin. Et non, je pense qu'il faudrait, oui, qu'on cadre peut-être un tout petit peu moins et qu'il y ait davantage de confiance. Là, durant cette rentrée, on a beaucoup parlé du harcèlement scolaire et du harcèlement qui se poursuit également à la maison maintenant avec les réseaux sociaux. Est-ce que toi, vu que tu es une personnalité influente sur les réseaux sociaux, tu sensibilises aussi tes élèves à ça? J'ai fait quelques vidéos sur le sujet, notamment il y a 2 ans, dont une je crois que c'est celle qui avait le mieux marché. Bon, j'ai été moi-même harcelé. C'est ce que tu disais. Oui. Enfin, t'es mis à l'écart. Oui, mais en fait, c'était du harcèlement. Non, vraiment, j'étais harcelé. Ouais. Non, j'avais un camarade qui était en plus un cousin, entre guillemets, qui m'en fout dans le bus, je m'en prenais plein la tronche, enfin vraiment à me foutre par terre. Enfin, c'était un peu violent. Physiquement, oui, non, c'était du harcèlement. Heureusement que je n'ai pas été adolescent à l'époque des réseaux sociaux parce que je pense que ça aurait été plus que difficile à vivre. Il faut que je trouve, là je suis en train de commencer à y réfléchir, il faudrait que je trouve un moyen, mais c'est un sujet très délicat. Et je crois qu'en fait un moyen aussi à notre échelle, c'est aussi de dire que le harcèlement, il peut toucher tout le monde et qu'on peut avoir comme ça une exposition entre guillemets médiatique. Et on peut aussi avoir été nous-mêmes harcelés et peut-être aussi pour aider les jeunes harcelés à se sentir un peu moins seuls. Et après, il faut surtout avoir un discours extrêmement ferme. Tu n'as pas beaucoup partagé ton expérience finalement alors à ce sujet? Un petit peu, mais il faudrait que je le fasse plus. Et en même temps, en fait, ce qui me bloque, c'est que je n'ai pas envie que les gens imaginent que je surferai sur une sorte d'actualité pour voir que j'inventerai, alors que non, tu vois, c'est du vécu. Et c'est ça, en fait, qui fait que pour l'instant, j'ai des scrupules à en parler. Mais par contre, j'essaie d'être très attentif en classe. Dès que je sens un bruissement, un petit rire, un petit sourire, quand un élève prend la parole, tu sais, ce côté, c'est l'intello qui... Là, tout de suite, là, je recadre immédiatement et j'arrive à nouer rapidement un lien affectif avec mes élèves. Donc, c'est un lien, en fait, de respect mutuel, tu vois, avec les élèves. Et
Et donc je pense que quand je lève un peu la voix ou quand ils sentent que non, là il y a un comportement que tu as eu et qui ne convient pas, ça, voilà, le lien concret fait que ça suffit à ce qu'eux prennent conscience. J'ai le sentiment que ouais, il y a un truc qui effectivement ne va pas. C'est déjà la fin de l'émission, Yann. J'ai beaucoup parlé. T'as beaucoup parlé, je crois qu'on a battu des records. C'était très intéressant, donc merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.